Bienvenue à Info IPS, votre balado santé vulgarisé par nous, les infirmières praticiennes spécialisées. Je m'appelle Valérie Saillant. Et moi, Kim Provencher. Aujourd'hui, Valérie, on parle de nutrition. C'est un balado qui est très, très riche en informations. Ça va être super intéressant. On reçoit Benoît Boulanger, qui est nutritionniste, étudiant au doctorat en comportement alimentaire. C'est aussi un athlète professionnel de CrossFit. Il vient nous parler, en fait, c'est quoi les saines habitudes alimentaires qu'on pourrait avoir, démystifier les choses qu'on entend beaucoup dans les réseaux sociaux, de se reconnecter à la faim, puis de parler d'alimentation intuitive. Donc, ça va être une très belle discussion. Vraiment. Bonne écoute. Bonne écoute. Ce balado santé vous est présenté par l'AIPSQ avec le soutien de l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, des programmes d'IPS de l'Université du Québec à Rimouski, ainsi que du département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais. Les renseignements partagés dans ce balado ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de la santé. Benoît, Yes. bienvenue à Info IPS. Merci de l'invitation. Merci d'être là. Benoît Boulanger, tu es nutritionniste et plein d'autres choses. Parle-nous un peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené en nutrition, puis de tes projets en cours. Je suis nutritionniste et étudiant au doctorat en nutrition. C'est ça le reste du plein de choses. Je suis aussi athlète professionnel de CrossFit, même si c'est moins dans ma pratique quotidienne. Ça teinte quand même qui je suis au final. J'ai commencé vraiment directement en nutrition. Ça a été mon premier choix. Quand j'ai commencé le cégep, c'était mon objectif de me rendre puis d'être capable de rentrer dans le bac en nutrition à Québec, à l'Université Laval. Et ça a été difficile. Ça a été difficile parce que justement, il y a des indices de force qui font que la cotère que ça prend pour rentrer, c'est des fois super difficile, des fois beaucoup plus facile. Puis là, je suis tombé sur une année où ça avait quand même empilé. Il y avait eu un recomptage même des différentes cotères. Fait que tout le monde avait été majoré vers le haut. Mais ça bénéficiait beaucoup plus ceux qui avaient des hautes cotes. Puis j'avais fini avec une super belle cotère. Des années, ça aurait pu rentrer en médecine, mais là, pas du tout. 11e, c'est la liste d'attente de nutrition, puis je passais à une semaine de rentrer dans le programme. Fait qu'au final, vraiment content d'avoir pu rentrer dans le bac parce que ça m'a toujours passionné, la nutrition, puis aujourd'hui, ça me passionne encore. Puis ça a été justement ce changement-là, ce déclic-là de pouvoir rentrer dans le programme qui a complètement tout changé mon parcours. J'ai fait le bac au complet. Tout de suite procéder à la maîtrise dans les jours suivants. En fait, j'avais même déjà commencé comme auxiliaire de recherche, ce que tout le monde peut faire là, quand on est au bac, puis débuter ma maîtrise directement quand mon bac était fini. Nous autres, on est nutritionnistes directement après le bac. Dans le temps, c'était 3 ans et demi, c'est maintenant 4 ans à l'Université Laval. Et donc, je pouvais commencer à pratiquer, mais j'avais vraiment envie de pousser la recherche. Il y avait vraiment ça qui m'appelait énormément. J'ai commencé même à travailler comme auxiliaire de recherche au début de mon bac, ce qui est quand même rare, mais il y avait un chercheur que je respectais beaucoup. Premièrement, il y avait peu d'hommes quand même comme modèle en nutrition de manière générale chez mes profs. Puis là, j'en vois un dans mes premiers cours. Puis là, j'y serre la main. Puis justement, on se reconnaît, fait qu'on aime ça. Là. Fait que, tu sais, j'ai tout de suite intégré son équipe de recherche. Puis là, ça m'a fait tomber en amour avec le côté même créatif de la recherche pour ensuite finir ma maîtrise dans l'équipe de Simone Lemieux. Je le précise parce que ceux qui la connaissent, c'est une sommité internationale, en comportement alimentaire. Et j'ai poursuivi aujourd'hui mon doctorat avec Vicky Drapeau, l'équipe de Vicky Drapeau, qui est aussi spécialiste en comportement alimentaire. Donc, je suis vraiment allé dans cette veine-là au maximum. Puis, je suis 2 ans et demi dans mon projet de doctorat. Il m'en reste environ 2 à faire. Bien, félicitations. Puis d'ailleurs, on va en parler des comportements alimentaires. On va aussi parler aujourd'hui de certains mythes en lien avec l'alimentation. Tu es vraiment l'expert de tout ça. Tu as fait des publications d'articles scientifiques aussi. Tu as vraiment un intérêt vers la science, mais tu as un intérêt aussi pour la vulgariser. D'ailleurs, on va mettre ton compte dans la description, mais tu as fait beaucoup de capsules dernièrement qui m'ont parlé, puis je pense que ça a été très populaire là, de sensibiliser les gens à toute la désinformation qu'on peut avoir sur Internet. Fait que merci beaucoup pour tout le travail que tu fais. C'est super gentil, puis j'invite les gens à aller la voir. Tu sais, c'est pas du travail rémunéré, ça, c'est vraiment dans une optique de vouloir vulgariser ce que je voyais en recherche, puis ma quête a à peu près toujours été ça en recherche, du sens que j'étais tellement mauvais pour écrire des articles ou pour suivre des règles ou à être cadré. Puis, tu sais, même dans la préparation du podcast, vous l'avez vu que je suis quand même flexible en termes de cadre.
Fait que ça faisait que je le savais pas, mais j'avais une force en vulgarisation scientifique. Puis je l'ai découvert à force de vouloir expliquer les concepts, soit à ma blonde, à ma famille, à mon frère, puis de faire comme ah, OK, ce chercheur-là ou cette chercheuse-là, elle connaît vraiment mieux le sujet que moi, mais elle partage, on dirait, pas de la bonne façon ou pas comme moi j'aurais aimé me le faire partager. Fait que je pourrais être ce lien-là. Fait que je continue de me faire taper ses doigts pour le fait que j'écris pas super bien, mais je pense que je sais mieux utiliser ma force dans ce milieu-là. Puis tranquillement, ça guide même mes choix futurs. T'sais. Est-ce que je continue en recherche puis à faire de la demande de subvention à l'infini, ce sur quoi je me fais toujours soit réprimandé ou pas mettre nécessairement des bonnes cotes, ou j'opte pour quelque chose qui est plus dans mes forces puis qui me permet de faire peut-être une plus grande différence. Là. Mais ça tombe bien parce que notre projet, c'est exactement ça. C'est qu'on veut redonner aux gens qui nous écoutent de l'information claire, simple, vulgarisée pour leur permettre de prendre des meilleures décisions pour eux-mêmes puis de les informer par rapport à ça. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se baser sur la science. Il y a des gens qui sont très convaincants en ligne de par leur assurance, mais l'information qui est véhiculée n'est pas nécessairement vraie. Alors, on y va? On passe avec nos vrais ou faux. Yes, sir. OK? Donc, les aliments interdits deviennent de plus en plus attirants mentalement. Vrai. Manger tard le soir fait prendre du poids. Faux. Le sucre crée une dépendance comme la cocaïne. Ça peut surprendre, mais faux. C'est faux. Le jeûne intermittent est bon pour tout le monde. C'est faux aussi. On est une séquence de faux. La qualité des aliments compte plus que la fréquence. C'est faux aussi. On va en parler. La mode des aliments hyper protéinés là, est bonne pour tout le monde. C'est faux, malheureusement. Les édulcorants sont bons pour la perte de poids ou pour la santé. C'est mitigé comme réponse, mais Okay. c'est majoritairement faux, malheureusement. Le poids est contrôlé seulement par la discipline alimentaire. Un autre faux. Vous avez tout faux. Ah, c'est vrai. Le microbiome, ou on pourrait dire aussi le microbiote, là, influence la faim. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Hey, j'ai hâte que tu m'en parles. Dans ta pratique, Benoît, y a-tu un mythe qui revient souvent que tu voudrais nous partager? Ce que je partage de manière générale sur quand je participe à des podcasts, quand je participe ou quand je fais des capsules sur le sujet, c'est justement c'est pas un mythe parce que c'est un peu plus positif ce que j'ai envie d'apporter, mais c'est d'alimenter nos activités, d'alimenter le mouvement, d'alimenter notre santé, d'arrêter de voir la santé ou les changements d'habitude de vie comme quelque chose qu'on enlève ou qu'on doit enlever ou qu'on doit réduire, mais quelque chose à ajouter, quelque chose de positif. Fait que le mythe, ce serait de toujours voir la santé comme quelque chose qu'on doit perdre. Perdre du poids, diminuer sa glycémie, améliorer... Vraiment quelque chose, ou même de traiter un chiffre, comme le chiffre sur la balance, ou traiter une glycémie, puis d'arrêter de faire ça, puis de traiter plutôt un humain, traiter un patient, vraiment traiter la personne au lieu de traiter un chiffre, finalement. Puis en recherche, c'est notre plus grand défaut. Là, je dis ça alors que c'est nous la cause probablement de ça, mais on voit que des chiffres quand on analyse la littérature scientifique, alors que finalement, chaque point, c'est un individu la majorité du temps. Absolument. Fait que même quand on fait des liens avec le poids et la santé, quand on fait des liens, que ce soit causal ou d'association, il ne faut jamais oublier que chacun des points de ce nuage de points-là, qui des fois peut être massif, genre des centaines de milliers de points en génétique, ça reste un individu. Ça. Fait que ça pourrait, les changements qu'on va apporter améliorerait aussi la qualité du sommeil, le niveau d'énergie. On va individualiser l'approche selon les besoins de la personne, selon ce qui est prêt à faire aussi. Son contexte, son environnement, sa santé, que ce soit physique ou mentale, sa génétique même. On parle de plus en plus d'interventions axées sur le patient, puis aussi de médecine de précision qu'on appelle. En recherche, c'est des concepts qui sont de plus en plus connus, puis qui sont la base maintenant de la nouvelle façon de faire de la recherche, c'est de stratifier même nos résultats selon les différentes composantes génétiques. Ça veut juste dire de voir, OK, si je fais un test, puis je vois qu'au final, il n'y a personne qui réagit, c'est de voir, OK, est-ce qu'il n'y a pas une partie de la population qui réagirait, puis une autre partie, non, ce qui fait qu'au final, on ne voit pas d'effet. Fait qu'il y a plein de trucs comme ça qui nous poussent de plus en plus à vouloir individualiser nos recommandations, puis de traiter chaque personne dans son unicité.
C'est-tu compliqué de bien s'alimenter aujourd'hui en 2025? Il faut pas. Je dis tout le temps ça. Ça semble compliqué parce que tu peux regarder une information qui va te dire de couper les glucides. Tu vois une information qui te dit de couper les légumes parce qu'ils ont des contaminants. Après ça, tu vois un autre qui te dit d'arrêter l'eau froide ou l'eau plate, l'eau qui vient du robinet. Tu sais, tous les messages, ils sont contraires pour finalement plus être capable de pas s'alimenter alors que c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Puis tu sais, souvent, je le ramène au guide qui est vraiment quelque chose de public, longuement recherché par un grand consensus scientifique et qui, malgré ses défauts quand même, on pourra en reparler, mais qui est vraiment une bonne base pour faire des meilleurs choix alimentaires. Fait que, tu sais, des proportions d'assiettes, quelque chose qui est très peu dans la restriction, mais qui, au contraire, qui est un ajout. Ça aussi, dans la littérature, c'est beaucoup documenté que venir ajouter quelque chose de positif vient souvent même diminuer tout ce qui est négatif, entre guillemets. Fait que, pour moi, c'est important que ça passe par là. Benoît, on entend souvent parler de la relation avec la nourriture. Mm-hmm. Je sais pas, moi, dans mon entourage, il y en a qui se disent qu'ils ont une bonne relation avec la nourriture, d'autres qui ont des relations qui sont plus difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la relation avec la nourriture? C'est comment tu vas traiter quelque chose qui t'affecte à tous les jours, plusieurs fois par jour. Puis pour les gens qui sont pris dans justement des relations troublées avec leur alimentation, ils réalisent à quel point c'est envenimant dans l'entièreté de leur vie, là. Que ce soit du moment où ils se lèvent jusqu'à temps qu'ils se couchent, puis même dans la qualité de leur sommeil, l'alimentation peut être une préoccupation. Une obsession. Une obsession, littéralement. Fait que c'est super important de la travailler, mais surtout de l'entretenir sainement, cette relation-là. Puis souvent, on peut se faire mettre dans des cases comme les athlètes ou comme une personne qui serait justement malade, qui a besoin d'un changement nutritionnel pour améliorer sa condition, comme si ces gens-là peuvent supporter plus de règles alimentaires, plus de restrictions, alors qu'au final, eux autres aussi ont besoin de garder une saine relation avec l'alimentation s'ils veulent garder une alimentation saine. T'sais. Quand est-ce qu'on a un problème de relation avec les aliments? C'est un spectre, hein, c'est vraiment quelque chose qui... Le diagnostic se fait jamais par le nutritionniste, il se fait toujours par les médecins, mais quand même, à partir du moment où il y a une fréquence de soit comportement compensatoire, un apport trop faible, que ce soit en énergie ou en protéines, il y a plusieurs flags là, comme ça, même aussi comme l'obsession par rapport à l'alimentation dans une vie, à quel point ça dicte le reste de nos décisions, ben c'est là qu'on peut commencer à se poser des questions. T'sais, si l'entièreté ou une grande partie des choix dans notre journée est basée sur ce qu'on a mangé, ben on peut tranquillement se questionner, OK, ben j'ai pas une relation parfaite, puis personne n'a une relation parfaite avec la nutrition. Le meilleur exemple de ça, c'est les étudiants en nutrition. La raison pourquoi on rentre en nutrition, il y a clairement un contexte où on y pense peut-être un peu trop, je dirais. D'être curieux. D'être aussi curieux sur qu'est-ce que les aliments vont faire à notre corps, ben, il y a clairement quelque chose en dessous de ça qui fait que si on étudierait la population qui décide d'appliquer au bac en nutrition, peu importe l'université, ben, on verrait peut-être des similitudes en termes de comportement alimentaire ou des regroupements de types de personnes. Fait que on voit souvent, il y a une curiosité qui peut être dans l'optimisation de la santé ou dans le contrôle du poids, qui est sans doute quelque chose que tu vois régulièrement. Mais on parle aussi d'orthorexie. Ouais. C'est quelque chose qu'on parle un petit peu plus en profondeur dans les dernières années. Veux-tu nous expliquer c'est quoi l'orthorexie? L'orthorexie, c'est l'obsession pour l'amélioration de sa santé à un point où ça en devient détrimental, ça devient négatif. Donc, c'est toujours dans une optique positive. La personne, ça va rarement naître de quelque chose de négatif, mais quand l'optimisation de sa santé passe au-delà de sa santé mentale, souvent, ben c'est là qu'on va dire qu'on va tomber dans quelque chose qui va redevenir négatif au final. Fait que c'est de manger des aliments sains constamment. Ça devient obsessif parce qu'il y a tellement d'informations en ligne actuellement sur, justement, tu parlais, l'eau froide, l'eau tiède, filtrée, pas filtrée. À un moment donné, les règles sont tellement infini qu'on ne sait plus qui croire non plus. Ouais. Donc, j'aurais aimé ça qu'on parle un peu. Tu disais tantôt, il y a tout un cycle de restrictions, d'avoir des règles alimentaires. Comment ça peut amener quelqu'un à avoir des difficultés dans sa vie sans nécessairement avoir un trouble alimentaire? C'est quand même assez présent. Les gens qui vont utiliser la nourriture pour se récompenser, se réconforter. Je pense que la majorité des gens
ont des règles alimentaires dans leur vie. Puis, tu sais, je vous invite à la maison à réfléchir. Puis souvent, je les fais lister à mes clients, vraiment de voir, OK, dans une journée, chaque fois que je fais face à une règle que je vais m'imposer, aussi saine et banale que, par exemple, pas de caféine après 14 heures, par exemple, ou cesser la consommation d'alcool, de faire acte de sobriété, par exemple, qui sont clairement vus positivement pour plein de raisons, mais ça reste des règles alimentaires. Bien, toutes ces règles-là, quand on les met en liste, on réalise qu'il n'y a pas grand monde qui n'ont pas de règles alimentaires. Okay. Puis, la problématique avec les règles alimentaires, c'est que ça perpétue le fameux cycle de la restriction. Puis quand ce cycle-là est sain, stable, qui n'amène pas des côtés négatifs à la relation avec l'alimentation ou la vie de la personne, bien justement, il y a des règles alimentaires qui peuvent être saines. Ou même quand on a une problématique spécifique de santé, bien, il y a des règles à suivre qui peuvent nous aider à améliorer notre santé. Mais souvent, c'est le début d'une pente glissante qui peut vraiment être vicieuse sur le long terme. Puis ça part tout de l'anxiété ou la préoccupation par rapport à notre poids, sa silhouette et son contrôle. C'est comme un genre de gros bassin d'eau avec un trou dedans, là, comme un trou de bain, qui se déverse finalement dans le nombre de règles alimentaires qu'on peut avoir. Donc, plus j'ai une anxiété intense à vouloir soit contrôler mon poids ou sa silhouette, puis encore là même, je pourrais dire la santé, plus il va y avoir d'eau qui va tomber dans le vase des règles alimentaires, puis plus je vais vouloir en intégrer dans mon quotidien. Fait que cette liste-là que je faisais faire va devenir de plus en plus longue. Plus il y a d'eau dans ce bassin-là, plus ça va tomber de deux côtés du réservoir. Le premier étant les pertes de contrôle alimentaire, le deuxième étant le syndrome de sous-alimentation. Ces deux côtés-là peuvent coexister. Okay? Le syndrome de sous-alimentation, ça peut être chez quelqu'un de sportif, de pas sportif, ça peut être chez quelqu'un dans un corps gros, dans un corps mince. Ça n'a pas rapport avec le point de départ de la personne, mais c'est beaucoup plus avec l'apport alimentaire sur le fil du temps qui devient tellement faible que le corps va commencer à tirer la plug sur certaines fonctionnalités primaires, comme par exemple, un des symptômes les plus avancés serait l'aménorrhée secondaire, donc de perdre ses menstruations. Donc, vraiment, le corps fait comme, ben, la reproduction, j'en ai pas besoin pour survivre et j'ai tellement peu d'apports. C'est stressant pour le corps. 100%. J'ai tellement peu d'apports pour le subvenir que je vais tirer à plug là-dessus. Même affaire pour les troubles gastro-intestinaux qu'on voit aussi beaucoup chez les femmes, mais aussi chez les hommes qui sont en syndrome de sous-alimentation. Donc, plus j'ai de règles, plus j'ai de risques de tomber dans cette sous-alimentation-là qui devient comme un état d'alarme du corps qui, finalement, entretient notre anxiété reliée à notre poids puis reliée à la bouffe. D'être dans une forme de sous-alimentation, on va penser beaucoup plus à la nutrition, beaucoup plus à nos règles alimentaires, beaucoup plus à notre corps, se voir dans le miroir, la volonté de se peser. Il y a plein de comportements qui vont découler du fait d'être dans cet état-là critique. Puis c'est alimenté par, encore là, le même cycle et nos règles alimentaires. Le deuxième vase communicant, c'est les pertes de contrôle alimentaire. On peut appeler ça aussi du binge eating dans le langage plus familier. Puis ça, c'est comme une genre de bulle qui grossit tranquillement, pas vite, puis qui peut être pétée par une émotion, une mauvaise journée à job, une chicane avec quelqu'un, peu importe c'est quoi, mais ça vient faire péter cette ballonne-là. Puis du moment qu'elle explose, bien, on va avoir ces épisodes-là de perte de contrôle alimentaire qui ne sont pas spécifiques à juste des aliments moins bons pour la santé ou qu'on connote comme étant mauvais pour la santé. Ça peut être n'importe quel type d'aliment. C'est juste le principe de ressentir la volonté d'arrêter la consommation, mais de ne pas en être capable. C'est vraiment le sentiment hors de notre contrôle, puis de « je veux arrêter de manger » ou « je veux arrêter de faire cette action-là, mais j'en suis pas capable ». Ça va nous mener à beaucoup de culpabilité, des sentiments très négatifs, de la honte souvent envers soi-même. Ce qui va faire grandir notre préoccupation par rapport à notre poids, à la silhouette, son contrôle, ce qui va nous faire augmenter nos règles alimentaires. Mais on se rappelle que c'est ça qui alimentait le vase communicant de la perte de contrôle. Fait que c'est ça qui est vicieux quand on commence à mettre des règles alimentaires, puis des fois le risque en vaut la chandelle, comme justement la sobriété pour quelqu'un, ou encore là, vraiment des trucs qui vont l'aider à sa santé directement, mais quand on exagère un peu ces règles-là, ou même quelqu'un de cœliaque, là, ça serait l'exemple parfait d'un grand niveau de restriction, mais la raison pourquoi quelqu'un qui dit qu'il est intolérant au gluten, on veut quand même le tester pour voir si c'est vrai, c'est que cette restriction-là fait grandir le vase du milieu, puis tranquillement va accumuler ou va entretenir le cycle de la restriction. Puis c'est le seul endroit sur lequel on a du contrôle. Les règles alimentaires, c'est le seul endroit où que nous, comme nutritionnistes, on vient intervenir pour les diminuer son nombre, diminuer son intensité. Par exemple, se peser à tous les jours versus se peser 10 fois par jour,
c'est pas une exagération, là, c'est 100% des cas vrais. Se peser une fois par semaine, se peser une fois par mois et diminuer ça tranquillement, pas vite. Il y a vraiment tout ce type de comportement-là qu'on peut aller jouer, puis que c'est là, en fait, qu'on a le contrôle pour réduire le cycle de la restriction. Parce qu'on disait dans les vrais ou faux que les aliments interdits devenaient plus attirants mentalement. Donc, tu viens quand même de l'expliquer un petit peu, mais on va chercher, pour répondre à ça ou pour intervenir là-dessus, on voudrait avoir une exposition plus régulière d'un aliment qui nous plaît, mais qui n'est pas nécessairement peut-être le meilleur dans l'alimentation, mais essentiellement, le fait de ne pas le restreindre pendant une longue période de temps va faire moins l'effet élastique ou la journée qu'on perd le contrôle. Exact. Puis souvent, on le présente comme étant la relation avec les animaux. Si tu as peur des chiens, on ne te mettra pas dans une cage avec un Doberman première journée. C'est probablement que ça va être d'acheter une version individuelle de cet aliment-là, parce qu'au début, il va probablement une période où on va l'avoir coupé pour réduire l'épisode de perte de contrôle, ou même la fin de ce premier épisode de perte de contrôle-là qui va mener à la fin de l'aliment. Donc, on va y aller en plus petite quantité, puis tranquillement flatter, juste le voir de loin, le chien, après ça, le flatter, après ça, être plus proche, se pencher. Il y a vraiment comme des étapes à suivre pour tranquillement rebâtir cette relation-là. Puis souvent, quand on présente juste comme ça, de dire, ben, tu as juste à en manger plus régulièrement, tu vas mieux te sentir. Pour quelqu'un qui vient de perdre le contrôle, c'est impensable de reconnecter ou de avoir une belle relation avec cet aliment-là. C'est juste infaisable. C'est comme une montagne, alors qu'on devrait plutôt regarder une marche à la fois puis de faire comme, on ne se rendra pas au top de la montagne en une semaine. Parce qu'il y a une grande valeur émotionnelle qui peut être attachée à cet aliment-là. Puis là, tu parles vraiment de gens qui auraient un trouble sévère, mais pour les gens qui vont dire, je ne veux pas manger de chocolat la semaine, j'en mange juste la fin de semaine, sans avoir un trouble alimentaire, on peut peut-être exposer à quelques reprises versus de garder des moments qui sont 100%. Puis souvent, moi, je parle du cycle de la restriction sans aucun rapport avec le trouble alimentaire. Okay. Le trouble alimentaire va devenir être une version comme vraiment altérée, même au niveau psychologique de ce cycle de la restriction-là. Mais ce cycle-là, on l'entretient tous un petit peu d'une certaine façon. C'est même pas de reconnaître qu'on a un trouble alimentaire, de commencer à réaliser sont où nos cycles de la restriction dans nos vies. Mais c'est important de le savoir, justement, est-ce que j'ai un cycle de restriction par rapport à l'alcool? Comment j'entretiens ma relation avec l'alcool si j'en consomme encore? Même chose pour les aliments riches en sucre. L'Halloween qui est passé voilà un petit bout, le Noël, c'en est un autre exemple. C'est tous des exemples très concrets où on va être mis face à souvent ces aliments-là qu'on va avoir restreints ou qu'on va avoir entretenu un cycle de la restriction sur les aliments. Fait qu'il faut faire attention à comment on les traite au quotidien parce que dans des moments d'exposition, c'est là que ça va être le plus critique. Bon, là, j'ai une question. On disait tantôt que le sucre n'agissait pas au niveau ça amenait pas une dépendance qui était aussi forte que la cocaïne, pour dire quelque chose. Quelque chose qu'on entend quand même souvent. Ouais. La deuxième partie de ma question, c'est que des fois, les gens disent, je l'ai coupé complètement de mon alimentation parce que quand j'en mange un peu, je suis plus capable de m'arrêter. Ouais. Fait que, qu'est-ce que tu répondrais à ça? La première des choses, c'est qu'on ressent, c'est le même cycle de la récompense, le même cycle physiologique que de voir un show de musique qu'on aime ou de donner un câlin à un ami. Là. Au final, c'est le cycle un peu dopaminergique, de la dopamine. C'est le même trajet. C'est le même trajet. Fait que la comparaison est là pour une raison, mais l'addiction n'est pas du tout la même. T'sais, avec le sucre, il y a un côté nécessaire. T'sais, par exemple, le cerveau n'a pas besoin de glucose pour... il n'y a pas besoin de cocaïne pour fonctionner, il y a besoin de glucose. Donc, de complètement démoniser ou éliminer le sucre, c'est oublier que c'est un besoin naturel du corps, puis que cette envie-là d'aliments sucrés est basée quelque part sur un besoin physiologique important. Après ça, c'est de se dire, est-ce que c'est le sucre libre puis les aliments ultra transformés qui me donnent cette source-là d'énergie, que ce soit de glucides ou de sucre, ou c'est justement quelque chose qui va être riche un féculent qui va être plutôt riche en d'autres types de glucides, peu importe. Du riz, des patates, du pain, peu importe. Okay. Fait que c'est de faire la différence entre l'utilité de ces types de sucres-là, au final, mais de ne pas en démoniser un. De la même façon que quelqu'un qui va aller courir ou faire du vélo, il ne voudra probablement pas manger du riz sur son vélo. Il va vouloir quelque chose de très facile à digérer. Ouais. Donc, à ce moment-là, le meilleur aliment, ça reste le sucre libre. Donc, par exemple, les bonbons, les gels, les poudres glucidiques, peu importe ce que tu vas choisir, même le jus, alors qu'on aurait pu démoniser cet aliment-là le matin dans nos céréales, peut-être. Au final, c'est pas nécessairement une question de bon ou mauvais aliments, mais c'est dans leur utilité, là, à quoi ça sert, le contexte. Les ingrédients, en fait, sont multiples dans les produits. Puis on parlait un petit peu des édulcorants aussi.
Qu'est-ce que tu en penses des édulcorants? C'est-tu bon ou C'est quoi un édulcorant? Un édulcorant, on appelle souvent ça les faux sucres. Ouais. Donc, au final, ça reste quand même une molécule qui va avoir juste un pouvoir sucrant différent que le sucrose normal. Donc, sucrose étant le sucre blanc qu'on connaît, il va avoir un pouvoir sucrant d'environ 1. Mais si on prend un produit qui a un pouvoir sucrant de 1000, bien pour le même goût sucré, je peux en avoir 1000 fois moins. Donc, c'est pour ça que ça devient des produits à faible densité énergétique, faible en calories, ou même zéro. C'est jamais réellement zéro. Il y a toujours la gramme de cette molécule-là, que ce soit l'aspartane, de l'acésulfate K, potassium, du stevia. Il va toujours avoir une gramme au moins de cette molécule-là, mais ça va avoir le même ou même plus grand des fois pouvoir sucrant que le sucre normal. Donc, c'est pour remplacer. Je pense, par exemple, aux gens qui prennent des Coke, qui prennent une dizaine de Coke par jour puis qui disent « Je vais faire des changements au niveau de mon alimentation, je vais les remplacer par le Coke zéro ». C'est une bonne idée? C'est un énorme changement. C'est une super belle progression vers changer ses habitudes alimentaires. La problématique, c'est quand à cause que la littérature ne vient pas démoniser l'effet à long terme, que ce soit sur les maladies ou les risques de mortalité reliés aux édulcorants. C'est comme un peu un mythe que parfois certaines compagnies veulent entretenir, que c'est dangereux la consommation des édulcorants. Ce l'est pas. Mais le changement que ça va créer au niveau du comportement alimentaire, le fait de boire une boisson sucrée dans une journée ou de boire une boisson sucrée en mangeant, va changer nos choix alimentaires, va changer notre capacité d'écoute de signaux de faim de satiété et ne sera pas souhaitable sur le long terme. T'sais. Plus on va vouloir remplacer tout par des faux sucres, comme on dit, bien, plus on va quand même entretenir ce besoin-là pour avoir des aliments à fort goût sucré. Puis de la même façon qu'on peut s'habituer à des trucs moins salés, on peut s'habituer aussi à des goûts moins sucrés. Fait que c'est pour ça que comme nutritionniste, peu importe ce que la littérature va nous dire sur les risques de maladies reliés aux édulcorants, on va toujours favoriser la consommation modérée de ce type d'aliments-là pour l'impact que ça peut avoir sur le comportement alimentaire. Surtout sachant que les études, ils n'ont pas encore 50, 100 ans sur le sujet, fait qu'on ne peut pas nécessairement voir les effets à long terme, malgré que c'est quand même bien démontré. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Puis il y a une composante que j'entends ici de réduction de méfaits. Hein. On va partir de 10 canettes de Coke qui sont hyper riches en sucre à 10 canettes de Coke zéro qui vont avoir un moins gros impact au niveau du sucre en tant que tel. Mais j'avais déjà lu qu'il y avait un impact quand même sur la gestion de la réponse à l'insuline parce qu'il y a comme un message qui va au cerveau qu'on consomme quelque chose de sucré. Fait que le corps va répondre à ça. Ça peut diminuer la glycémie et entretenir la sensation de faim. Est-ce que tu dirais que c'est... Au final, ça se traduit par justement une moins bonne écoute des signaux de faim de satiété, peu importe par quel passage physiologique, parce qu'au final, il y a eu de la littérature qui disait que non, ça n'avait pas d'impact sur la sécrétion d'insuline, la consommation de produits zéro. Après ça, il y en a eu que oui. Puis là, c'est le consensus scientifique qui est quand même flou à ce sujet-là. Mais peu importe c'est quoi le chemin qu'on se rend, la conclusion sur le comportement alimentaire reste la même. Fait que souvent, on a envie de dire, pour comprendre le mécanisme, fine, là, mais il reste quand même que c'est la même recommandation qui en ressort quand même. Tu parles de signaux de faim. Explique-nous comment quelqu'un peut peut-être se connecter à cette sensation-là, comment ça peut être perturbé chez quelqu'un. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui m'écoutent quand je dis d'écouter ces signaux de faim de satiété qui se disent « J'en ai pas, moi, de signaux de faim de satiété. Là. Je ne les ressens plus. » Puis ça m'arrive vraiment souvent en conférence que quelqu'un va lever la main pour parler de ça. Puis au final, c'est toujours de dire que, encore là, c'est un spectre de sensibilité à nos signaux, puis à une production aussi qui va être différente pour chaque personne. Donc, on peut avoir des prédispositions génétiques, c'est ce qu'on analyse énormément dans mon doc, à avoir une moins bonne reconnaissance de ces signaux-là, plus de difficulté à les écouter, mais aussi une moins grande production directement. Puis souvent, on va faire l'explication aussi simple qu'il existe 3 composantes au rassasiement puis à la faim. C'est la faim, la satiété, puis le rassasiement. Le rassasiement puis la satiété. Donc, la faim, c'est l'initiation de la prise alimentaire, ce qui va nous pousser à débuter un repas. Le rassasiement, c'est de mettre fin à cette prise alimentaire-là, puis la satiété, c'est le temps entre les repas. À quel point ce qu'on a mangé nous a permis de nous rassasier à travers le temps d'une journée complète. Fait que souvent, on va venir travailler l'écoute des 3, mais on va surtout vouloir travailler la faim et le rassasiement
puis d'intégrer des aliments qui vont favoriser le rassasiement. La satiété, excusez-moi, Ouais, ça non, devient c'est mélangeant si je fais des erreurs. Donc, au final, on va vraiment centrer pas les interventions, mais les choix de la personne, de l'individu, à focusser sur ces signaux de faim pour débuter la prise alimentaire. Donc, le plus possible les écouter, mais en favorisant une alimentation qui va t'aider à mieux les écouter. Donc, plus tu vas partir de loin en termes de sensibilité de tes signaux, plus on va vouloir intégrer soit des aliments ou des comportements qui vont favoriser l'écoute de ces signaux-là. C'est quoi les signaux? Les signaux, c'est par exemple le gargouillement qu'on peut ressentir, le creux dans l'estomac qui est vraiment une absence de distension des cellules de l'estomac pendant une longue période de temps qui envoie un message au cerveau. Fait que le bruit, la sensation de creux, puis finalement, souvent, ça mène à la nausée qui est reliée à une période où on n'a pas sécrété d'insuline pendant une longue période, où au contraire, l'insuline est trop élevée pendant un moment où on n'a pas de glucose sanguin à diminuer. Fait que ça, souvent, on l'explique en disant que c'est des stades qu'on ne veut pas se rendre entre deux repas. Si on attend à chaque fois d'avoir ces signaux-là pour manger, on attend trop longtemps entre nos repas, ce qui va nuire à deux choses, à nos choix alimentaires, puis à notre capacité d'écoute de nos signaux de faim, pas de faim, de rassasiement, donc la faim du repas. Fait que ça va être plus difficile de mettre fin au repas quand on attend longtemps avant de manger, genre dîner, pas de collation, on arrive de la job, on cuisine, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé la dernière fois. Beaucoup plus difficile de faire des bons choix dans notre assiette, puis beaucoup plus difficile de mettre fin au repas, finalement. Fait qu'on veut éviter de tomber dans ces patterns-là, on veut éviter de toucher à ces signaux-là, puis je veux même que les gens fassent un peu l'association de « OK, là, je ressens un gargouillis, je ressens un creux, peu importe c'est quoi le signal qui me donne l'alarme, je viens d'attendre trop longtemps. » Donc, c'est pas de se taper sa tête ou rien, mais de se dire, prochaine fois que j'ai une réunion à telle heure, il faut que je mette une collation avant. Donc, de devenir intuitif par notre expérience qu'on peut avoir avec nos signaux de faim. Mais pour ça, il faut se poser des questions. Exact. Il faut se poser des questions de faim. Fait que ce soit de se demander avant un repas, est-ce que j'ai une petite, moyenne, grosse faim? Puis après un repas, est-ce que j'ai pas assez ou trop mangé? Au début, ça va être n'importe quoi. Vous allez faire plein d'erreurs, puis c'est ça le but. Le but, c'est de faire des erreurs parce que c'est ça qui va vous permettre de gagner de l'expérience dans l'écoute des signaux de faim puis de comparer avec la veille. Genre, il est midi quand vous écoutez ce podcast-là, vous allez manger. Bon, je vais essayer les trucs à Ben. Je sais-tu, moi, si j'ai une moyenne ou une grosse faim, je vais dire moyenne pour guesser. Puis c'est bien correct de même. Puis rendu le lendemain, le midi, si tu as moins faim que la veille, tu vas dire une petite. Puis si tu as encore moins faim que la veille, tu vas dire, là, c'est une petite. Hier, c'est une moyenne. Puis dans le fond, cette fois-là, c'était une grosse. Puis en accumulant des erreurs, vous allez redévelopper votre sensibilité. Doit-on avoir 3 repas par jour absolument? Non, pas nécessairement. C'est la fréquence alimentaire qui va varier chez à peu près tout le monde. Moi, je dirais même que ça se peut que ça soit beaucoup plus que 3 dans une journée si on place nos collations. On ne veut pas tomber dans l'alimentation constante. Okay? On veut placer nos moments de repas. Donc, on appelle ça l'alimentation pleine conscience. Fait que vraiment de prendre le moment de manger dans une journée, que ce soit des collations ou des repas. Fait que ça peut se traduire par 3 repas par jour. Ça peut se traduire par 3 repas, une collation. Ça peut se traduire par 5 prises alimentaires, toutes plus petites que ce qu'on pense être un repas. Nous, on y va en prise alimentaire, tu sais. Ou ça peut être un synonyme de repas, mais c'est pour dire qu'on peut ne pas avoir très faim le matin, initier une prise alimentaire tout de même pour bien réguler notre gestion de la faim dans la journée. Fait que ça ne ressemblera pas à le gros déjeuner qu'on peut s'attendre à ce que ce soit. Ça va être beaucoup plus petit. Mais c'est ça les signaux de faim que j'ai à ce moment-là. Donc, je les écoute. Puis, je garde un rythme ou une fréquence régulière dans ma journée qui va faire que je vais avoir 3, 4, 5 prises alimentaires dans une journée. Puis, est-ce que c'est vrai de dire que le déjeuner est le repas le plus important? C'est pas le plus important. Okay. C'est un repas important juste parce qu'une prise alimentaire au début d'une journée, puis d'éviter d'attendre toute la période de la nuit, plus du matin, comme je viens d'expliquer, le fait que c'est plus difficile de faire des bons choix, puis d'écouter ses signaux de satiété, puis de rassasiement, c'est juste dans cette optique-là de dire, pour avoir une bonne gestion de la faim dans une journée, il faut l'honorer régulièrement. Mais faut-tu avoir faim avant de commencer notre déjeuner? Pour plusieurs, on ne va pas ressentir la faim le matin. Fait que quand on est en consultation nutritionnelle, on va souvent faire une première prise alimentaire qui va être beaucoup plus petite que ce qu'on s'attendrait à être un déjeuner. Et on va réaliser tranquillement, pas vite, que les signaux de faim vont tranquillement venir plus le temps va avancer. Donc, la première fois que je vais manger
mon œuf avec une toast ou peu importe quoi qu'on décide d'être mon bol de yogourt avec des fruits, ben on va tranquillement développer une plus grande reconnaissance de nos signaux de faim, plus les journées vont avancer. Puis souvent, ça se traduit par une meilleure sensibilité à nos signaux de faim. Mais c'est dur le matin parce qu'en période post-jeûne, comme la nuit, ben on a une plus grande difficulté à être sensible à ces signaux de faim-là, puis c'est normal. Mais comme on veut avoir une bonne fréquence, ben souvent on vient forcer le moment, mais pas forcer la quantité. Puis on en parlait un petit peu tantôt aussi au niveau des vrais ou faux. Le jeûne intermittent, il y a comme eu une mode aussi dans les dernières années. Est-ce que tu vas le recommander? Est-ce que c'est bon pour tous? Il y a eu une mode médicale. Là, dans nos congrès, on en parlait, puis de plus en plus, c'est terminé ce temps-là parce que la littérature a assez avancé pour se dire que il n'y avait pas, dans le fond, de différence avec le fait d'avoir une restriction énergétique dans une journée. Okay. En recherche, souvent, on va parler très cru de justement prendre un groupe, faire réduire ses apports volontairement pour mener un déficit énergétique. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais dans le cadre d'une recherche, on peut vraiment standardiser cette perte de poids-là qui va subvenir à ce groupe-ci. Puis on le compare à une perte de poids tout aussi contrôlée avec un groupe qui faisait le jeûne, ben on ne voit pas de différence sur les marqueurs métaboliques. Donc, c'est similaire en termes d'effet. Sur les marqueurs métaboliques, mais est-ce qu'il y avait un changement au niveau du poids? Il y avait une perte tout autant que la restriction conventionnelle. Okay. Donc, on a réalisé que c'est à cause que ça créait une restriction calorique, pas une restriction, un déficit, exactement, que ça crée un déficit énergétique, qu'on avait les bénéfices qu'on pouvait voir sur la santé, sur le diabète ou peu importe. Okay. Et donc, pas différent de juste une alimentation saine quotidienne. Par contre, ce qu'on voyait, c'est un changement au niveau des comportements alimentaires, puis le développement d'un pattern ou d'une habitude qui est à l'opposé de l'écoute des signaux de faim, qui au contraire nous pousse à le moins écouter possible nos signaux durant une période arbitraire pour finalement s'alimenter avec beaucoup plus de up and down en termes de quantité, donc des longues périodes avec rien, puis des courtes périodes avec beaucoup d'alimentation. Et donc, on n'est pas en train de développer quelque chose qui va nous aller sur le long terme. Ouais. On est en train de créer quelque chose très court terme qui finalement nous nuit énormément à long terme. T'sais. Puis il y a même de la littérature qui va montrer que ça peut être néfaste de faire le jeûne, puis même au niveau des sportifs, il y a beaucoup de risques au niveau des blessures. T'sais, c'est beaucoup plus vaste comme sujet complexe que juste cette conclusion-là. Mais dites-vous que ça a tellement été la mode, puis les médecins ont tellement voulu que ce soit bénéfique et vrai, que ça a tout été étudié, dans le sens qu'il y a énormément d'argent qui sont allés derrière ça pour finalement pas avoir beaucoup de résultats positifs. Bien, il y a beaucoup de gens, je pense, qui avaient le but de faire ça pour, en fait, contrôler le poids. Hein? Il y a eu une mode où c'était plus au niveau pour traiter le cancer, pour en couper l'apport. Longévité. Exactement. Donc, je pense, quand on parle de gestion de poids, ça peut fonctionner sur une courte période de temps, puis on pourra revenir avec les autres régimes. Je pense que déjà là, le régime à la base, c'est pas quelque chose qui est optimisé en nutrition, mais c'est que c'est pas soutenable dans le temps. Mm-hmm. Puis c'est ça la problématique la plus grande, puis c'est ça l'intro de mon examen de doctorat, c'est de dire, OK, la restriction conventionnelle énergétique mène à une perte de poids. Le fameux, c'est un métier qu'on entend souvent, calories in versus calories out, donc le nombre de calories d'énergie qu'on va ingérer versus qu'on va dépenser. Bon, ça, c'est un fait parce que ça a été bien démontré. Mais qu'est-ce qui influence le in? Qu'est-ce qui influence le out? Puis comment le corps le régule? Ça, c'est extrêmement complexe. Fait que, premièrement, le mythe de résumer ça à in versus out, c'est une très grande simplification, puis c'est vraiment mal comprendre le corps humain de faire quand on voit ça passer sur les médias sociaux. Donc, on réalise que ça, c'est vrai, mais on essaie d'analyser qu'est-ce qui fait que les gens reprennent toujours le poids perdu. Parce que finalement, on réalise que c'est seulement court terme les bénéfices qu'on va chercher. Puis là, on remarque que les adaptations sont psychologiques et physiologiques pour faire augmenter les niveaux de faim. Le corps combat cette restriction énergétique-là dans un but de survie simple. T'sais. Puis cette adaptation-là peut être plus grande chez l'un, moins grande chez l'autre, mais va même être aussi métabolique. On va diminuer notre métabolisme basal chaque fois qu'on va perdre du poids. Donc, métabolisme au repos quand on fait rien, le nombre d'énergie qu'on dépense à rien faire va toujours diminuer quand on va faire une perte de poids. Puis on peut parler de médication un peu, mais le nouveau Ozempic, Wegovy, tout ça, on observe ça, puis dans les congrès, on en parle, puis c'est comme, il y a une diminution du métabolisme. Ben oui, comme n'importe quelle perte de poids. Mais ils perdent de la masse musculaire aussi, exact. Fait que ton métabolisme basal est réduit. Puis même
c'est par-dessus ça, parce que dans le fond, l'adaptation est au-delà de ce qu'on pourrait prédire. Parce que, tu sais, on s'entend, c'est juste logique. Si le calcul de l'énergie d'une personne, c'est en fonction de son poids, bien, si elle perd du poids, son métabolisme de base diminue. Tu sais, on pourrait dire juste ce fait-là qui viendrait comme contrebalancer ça. Mais non, nous, on parle d'une réduction plus grande que ce qui serait prédit par la perte de poids. Fait que, mettons qu'on fait même ajuster statistiquement pour ça, même la perte de masse maigre et tout, il y a vraiment un ajustement pour protéger le corps, protéger la survie du corps. Fait que ça, c'est un autre fait aussi qui nous fait questionner, bien, sur quoi on doit miser pour favoriser un déficit qui va être induit. Parce qu'au final, on veut créer ce déficit-là. Mais on veut qu'il soit induit, donc qui ne va pas être forcé, qui va du moins réduire les adaptations, que ce soit physiologiques ou psychologiques ou psychocomportementales, qu'on pourrait dire, du corps. Fait que nous autres, dans le cadre de mon doctorat, c'est ça qu'on vient évaluer en se disant, ben, on va favoriser directement le signal le plus impliqué dans ce regain-là, qui est le signal de la faim, du rassasiement, de l'appétit, tout ça. En recherche, on appelle ça le appetite control, mais en français, c'est pas vraiment le contrôle de l'appétit, là. C'est beaucoup plus que ça, mais au final, on le traduit comme ça. Fait que vraiment, l'effet qu'on peut avoir par l'alimentation, une intervention comportementale sur le contrôle de l'appétit pour favoriser d'avoir une moins grande adaptation du corps, de réduire ces effets-là quand on a justement un déficit qui va être induit, donc plus spontané. Tantôt, tu parlais que le corps s'adaptait. On entend souvent, en tout cas, plus tu sautes des repas, la journée, le moment que tu vas manger, ton corps va stocker plus, puis tu vas plus prendre de poids. Est-ce que c'est vrai? C'est une grosse question, mais... Oui, mais c'est pas ça le nœud du problème. Au final, ça reste quand même que c'est l'apport énergétique sur une semaine, sur un mois. C'est ça. C'est la différence. C'est pas un repas qui va faire la différence. Puis de manière générale, ça va jamais être un aliment, un repas, un supplément qui va favoriser la santé. Jamais, jamais, jamais. Ça va toujours être de quoi de global, de quoi de constant dans la vie, qui est l'alimentation sur une semaine, un mois, par exemple. Les gens qui consultent, puis ça l'arrive souvent, je ne sais pas toi, Valérie, mais je veux perdre du poids. C'est quoi les meilleures recommandations au niveau nutritionnel que tu viendrais donner? La première recommandation n'est pas nutritionnelle, elle est quasiment psycho-comportementale, mais c'est de se dire... OK, ça, c'est un objectif qui n'est pas SMART, le fameux S-M-A-R-T, là, sans faire l'acronyme au complet, mais ce n'est pas un facteur sur lequel on a le plein contrôle. Donc, il y a une grande partie de notre poids qui est hors de notre contrôle. Donc, ce n'est pas un très bel objectif parce qu'on pourrait tout faire ce qu'on peut puis ne pas être capable d'atteindre cet objectif-là. Fait qu'on va souvent faire du reframing, mais du recadrage d'objectifs pour viser quelque chose qui va être en notre contrôle. Donc, par exemple, si je veux améliorer... mon alimentation ou mon niveau d'activité physique, ben, je vais avoir des objectifs spécifiques sur soit le nombre de fois que je vais vouloir faire de l'activité physique dans une semaine, la proportion de mon assiette que je vais vouloir mettre en légumes, peu importe. Fait qu'on va changer l'objectif de l'individu. Par la suite, là, ça va être, si on est dans un bureau de nutritionniste comme avec moi, ben, on va faire une première analyse des comportements alimentaires puis de ce que la personne mange au quotidien pour après ça tenter de soit augmenter le rassasiement, diminuer favoriser une meilleure écoute des signaux de faim, une meilleure fréquence, changer la quantité nutritionnelle par l'écoute du rassasiement ou changer la qualité nutritionnelle par une meilleure éducation en nutrition. Donc souvent, on passe par une séquence de fréquence, quantité, qualité pour créer un changement nutritionnel qui va favoriser un déficit qu'on appelle induit ou spontané, qui sera pas, ou qui va être le moins possible néfaste sur les adaptations physiologiques. Okay. Puis on parle beaucoup des protéines aussi. Il y a comme une mode, là, de plus en plus au niveau des aliments, on le voit, là, du lait enrichi de protéines, des yogourts enrichis de protéines. Du café enrichi de protéines. Ben oui, ça, j'ai su ça tantôt. Est-ce qu'au niveau de la perte de poids, est-ce que c'est bon de choisir ces aliments-là? C'est à partir du principe où que, même dans la science du rassasiement, les protéines sont reines. C'est vraiment comme quelque chose de central. Pour avoir fait une revue de littérature complète sur le pouvoir rassasiant des aliments, ben, c'est pas faux en termes de théorie. Par contre, de vouloir surprotéiner son alimentation, ça ne sert vraiment à rien. Toutes les personnes qui vont en avoir trop peu vont bénéficier d'un apport supplémentaire en protéines. Mais tous ceux qui vont en avoir assez vont pas bénéficier d'en manger plus. C'est pas parce que c'est protéiné que c'est plus sain ou que qui favorise la perte de poids, peu importe. Manger trop de quelque chose, peu importe c'est quoi, même si c'est du brocoli, c'est mauvais. Fait que
de la même façon avec les protéines. Fait que c'est de se poser la question, est-ce que dans mon quotidien, j'ai par exemple le quart de mes aliments qui sont des aliments protéinés? Du moment que ça, c'est comblé, ben, très fort probablement, j'ai mangé assez de protéines dans ma journée et j'ai pas besoin de supplémenter des aliments qui normalement le seraient pas. T'sais. Un liquide ou mon café, c'est le bon exemple. C'est comme, ben, clairement que si tu as un grand manque ou tu as de la difficulté à combler ton besoin en protéines parce que tu as une faim vraiment faible, que ce soit à cause d'une médication, d'une condition spécifique ou juste de manière générale, ben oui, tu vas avoir des bénéfices à combler ce besoin-là avec des aliments riches en protéines. Puis c'est pour ça qu'il y a des produits comme, par exemple, je vais pas nommer la marque, mais le lait qui est enrichi en protéines qui sort récemment, les nutritionnistes l'adorent. Je l'adore moi aussi. C'est un super bel aliment, que ce soit pour des personnes âgées ou même des jeunes enfants, des gens qui ont de la difficulté à intégrer des protéines dans leur quotidien ou qui n'aimeraient pas la viande ou même les protéines végétales, mais ça devient un outil super intéressant qui contient même du calcium, de la vitamine D, qui est souvent maintenant sans lactose, donc qui va même être toléré par toute la population pratiquement. Fait que c'est un super bel aliment. Fait que c'est pas de mettre tout le monde en dessous de l'autobus, là, mais c'est vraiment de dire que là, en ce moment, ça vend, ça permet de vendre chaque produit plus cher, et donc, il faut être hyper critique de qu'est-ce qui est écrit comme étant protéiné. Parce qu'en plus, la demande de Santé Canada pour pouvoir permettre d'écrire aliments enrichis en protéines est quand même assez faible. J'ai pas le chiffre exact, là, mais tu sais, par portion, je suis pas sûr que c'est en haut de 6. Là. Fait que tu peux très facilement mettre ça sur ton devant, ça vend bien. Vendre plus cher, puis ça vend plus. Fait que tu sais, vous ferez la comparaison juste comme pour le fun entre les céréales Vector, marketées énormément protéines, puis genre les Cheerios multigrains ou les Shreddies, mettons. Puis là, tu fais comme... De comparer. Ouais. Il y en a un qui est marketé sportif, super intense, puis j'adore les vecteurs, j'adore le goût, j'en consomme moi-même. Mais le gros marketing sport, alors que les Shreddies, c'est pas aucun marketing pratiquement, le marketing santé ou fibre, ils ont quasiment les mêmes valeurs sur tellement d'affaires. Puis là, c'est comme... c'est vraiment proche d'être la même valeur nutritive et pas du tout le même public cible qui vont être visés. Fait qu'il faut rester critique, là. On parle d'aliments hyperprotéinés. On a souvent aussi des patients ou des gens qui se questionnent sur les suppléments naturels. Est-ce que c'est nécessaire de prendre une multivitamine, de prendre du complexe, des omégas? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ce n'est jamais nécessaire ou obligatoire, peu importe le mot qu'on utilise, d'utiliser un supplément. Ça vient supplémenter l'alimentation, puis ça peut venir combler des carences. Donc, il nous manquerait d'un nutriment, il nous manquerait d'un minéraux. On va avoir des effets délétères d'être en carence, donc de manquer d'un nutriment. Puis la supplémentation vient le combler. Donc, l'effet bénéfique qu'on associe au supplément, souvent en vitamines et minéraux, c'est juste enlever l'effet délétère d'en avoir trop peu. Ça, c'est important à comprendre parce que souvent, on va vouloir se sursupplémenter dans certains vitamines et minéraux pour espérer voir des effets. Par exemple, je donne tout l'exemple bidon de la vitamine A puis des yeux. Okay? Ben, manquer de vitamine A, ça peut être délétère pour la vision. On l'associe souvent ensemble. Tu as beau manger toute la vitamine A que tu peux, ben même qu'à un moment donné, ça va devenir délétère pour ta santé, mais mettons que tu vas en manger beaucoup plus que ton besoin, ça va pas améliorer ta vue si tu en avais déjà assez. Tu vas avoir la même vue, tu vas juste avoir une vue normale ou optimale. Tu vas pas voir à travers les murs, souvent c'est ce que je dis. Fait au final, c'est tout le temps de le réfléchir un peu comme ça. Si j'ai une condition qui fait que je vais être sensible à avoir trop peu de fer, genre des règles abondantes ou faire énormément de volume d'entraînement, même chose pour être sensible à avoir trop peu de vitamine D. Je suis dans un pays nordique, je peux être exposé au soleil, je travaille souvent de jour, en dedans, pas de lumière. Peu importe, ce qui va faire qu'on peut avoir ou on peut être une population à risque. Puis j'aurais dû nommer même les personnes âgées qui sont souvent des populations à risque pour beaucoup de déficiences en nutriments. Ben oui, la supplémentation vient super intéressante, vient même importante pour favoriser la santé. Mais là, en ce moment, on est dans la suroptimisation de la santé puis de penser que c'est des pilules magiques, là. On se trompe vraiment. Là. Toute la littérature qui essaie, en fait, même avec tous les billets du monde, de trouver des effets de se sursupplémenter en certains nutriments, ça l'échoue. Là. Ça fait rien. Tu sais, j'ai une anecdote de notre centre de recherche où une compagnie approche un de nos anciens chercheurs pour supplémenter en safran. Du gros safran à côté. Ils nous disent, ça promeut la perte de poids, ça fait perdre du poids, ça améliore tous les marqueurs, blablabla. On a fait des études préliminaires. Je veux que vous nous fassiez une grosse étude là-dessus, puis un rapport. Là, moi, je travaille juste sur le rapport. Là. C'était au début de mon parcours avec l'équipe de recherche. Rien.
aucun effet d'une supplémentation très intense en safran. Pas sur l'appétit, pas sur la consommation d'énergie, pas sur la santé, rien. Ben, tu sais, au final, ils n'ont pas payé pour la publication, là, mais il reste quand même que ça n'a pas eu d'effet magique, là. Puis ça fait ça pour tellement de nutriments en ajout, là. Parce que moi, j'ai des patients qui viennent me voir des fois, puis ils se disent, ah, ben là, je veux des prises de sang, je veux un bilan pour savoir s'il ne manque pas des 40, je sais pas, une 40, du zinc, du magnésium. Zinc pour la testo, magnésium pour me dormir. Ben, on peut toutes les dire. Fait que, tu sais, c'est difficile des fois de répondre à ça parce que, je veux dire, j'ai des patients qui vont consommer du magnésium, puis ça va améliorer leur sommeil, ça peut améliorer la récupération, mais tu sais, je pense qu'il faut contextualiser puis individualiser les produits. Il y a aussi toute la notion de contrôle, hein. C'est pas contrôler ces produits-là. Non. Ça coûte cher. C'est surtout ça, je pense. Parce que, tu sais, on parlait du magnésium, puis il y en a plein qui prennent du magnésium puis qui dorment mieux avec le magnésium. J'ai même pas de problème avec le fait que tu dormes mieux, là. Puis même si la littérature dirait que tu dormiras pas mieux, OK? Mettons que la conclusion de la méta-analyse, c'est pas ça l'effet. Mais si tu dors mieux, c'est correct. Tu sais, tu dors mieux. Fait qu'on s'en fout au final un peu du consensus scientifique. Tu sais, je trouve que comme chercheur, on fait rarement le pont entre qu'est-ce que devrait être la part de ce que je ressens au quotidien, de comme mon expérience personnelle, puis de la littérature scientifique. Quand on fait des recommandations générales, ça devrait être 100% littérature scientifique, 0% expérience personnelle. Puis on le sait, quand on est professionnel de la santé, on ne fait jamais ça. Mais quand on est face à un individu, moi je suis un nutritionniste, je suis face à un individu, comme je disais plus tôt dans le podcast justement, de centrer sur d'accompagner pas un chiffre, d'accompagner un humain, c'est un peu le même principe. J'accompagne l'individu dans son parcours. Ben, s'il dort mieux en prenant son supplément de magnésium, je suis qui moi pour le forcer à arrêter s'il a le budget pour se le payer puis qu'il aime consommer cet aliment-là? C'est bien correct, là, tu sais. Fait qu'il y a vraiment une nuance à faire, puis je pense que chacun qui écoute ça dans sa propre pratique, que ce soit professionnel ou même la personne elle-même qui vient consulter, doit prendre en compte comment elle se sent puis comment elle réagit à tout ce qu'on lui dit, puis ça doit pratiquement valoir autant que la recommandation nutritionnelle que je suis en train de faire. Puis la liste peut être longue aussi. Les gens, là, ils peuvent prendre vraiment une dizaine de produits naturels, puis il peut y avoir des risques aussi, ça peut amener des interactions avec les médicaments. 100%. J'aimerais ça t'entendre aussi au niveau des huiles, les huiles végétales. Ce serait quoi tes recommandations? Bien, dans la littérature, les huiles végétales sont extrêmement valorisées. Okay? Puis je ne sais pas d'où sort la mode des médias sociaux de les démoniser. Là. Quand on parle d'huile végétale... Canola, avocat, huile d'olive au Québec, caméline, pépins de raisin. C'est des huiles qui contiennent souvent une belle balance en oméga 3, oméga 6. Donc, on pourrait simplifier ça en disant que c'est des sources de bons gras. Ça a vraiment été associé partout, méta-analyse, etc., à des effets positifs sur soit le bilan lipidique ou la santé de manière générale. C'est clair comme de l'eau. Mais en ce moment, la mode, c'est de démoniser ça puis de valoriser les produits souvent riches en gras saturés qui ont longuement été présentés comme étant plus néfastes pour la santé à long terme. On va dire comme exemple le beurre. Puis même les gras animaux de façon générale. Puis là, c'est comme rendu comme si c'était ça la nouvelle façon de s'alimenter, puis que c'est l'industrie qui nous jouerait dans le dos, peu importe. Pour tous ceux qui écoutent, là, les huiles végétales, c'est encore la meilleure chose. Puis c'est encore super valorisé. Puis même dans le cadre de mon doctorat où on fait une alimentation rassasiante, on voit des effets d'un bon ratio oméga 3, oméga 6, donc bon gras, sur le rassasiement, la capacité d'écoute des signaux de faim à long terme. Fait que c'est pratiquement tout positif, là, ce qu'on peut voir. C'est-tu tout égal? Est-ce qu'on pourrait toutes les comparer ou chacune a... Ils ont toutes des quantités d'oméga 3 différentes dedans. L'huile de canola étant quand même une king là-dedans. La caméline étant quasiment au summum de la liste. Puis c'est une huile québécoise, c'est juste que ça coûte un peu plus cher. Il faut être conscient de ça. Mais on fait jamais de recommandations de comparaison comme ça. C'est comme un peu les fruits et légumes, là. Probablement qu'on serait capable de faire un ranking avec si on choisissait un nutriment, lequel est le meilleur. Mais au final, c'est pas ça qui va impacter notre santé ou nos comportements à long terme, là. C'est juste le fait d'intégrer une huile végétale ou plus de fruits et légumes, par exemple. Fait que Benoît, on disait que, bon, les régimes, on essaie de se tenir loin de ça. Tout ce qui est en excès, exclure des choses de notre alimentation complètement, d'avoir de l'hyperprotéine ou de juste manger une affaire, c'est jamais favorable. Tu as effleuré le guide alimentaire canadien. Je pense pas que les gens prennent le temps d'aller le lire, puis c'est normal. Comment tu résumerais une alimentation qui est saine pour monsieur, madame, tout le monde, dans un but de favoriser une santé?
Le guide alimentaire a été changé en 2019. Mhm. OK? C'est notre nouvelle Bible. Puis c'est drôle parce que dans le cadre de mon cours sur les recommandations publiques de santé, vraiment comme, pas les recommandations publiques, mettons à l'hôpital, mais vraiment santé publique de manière générale, ça venait de changer. Ça venait de revirer. Puis là, on changeait de guide, mais le cours était formaté sur l'ancien. Fait que nous autres, on recevait le nouveau, puis on apprenait par cœur, complètement par cœur, chacun des chiffres de l'ancien. Fait que ça, c'était bon quand même. Mais tu vois, ça fait déjà 6 ans. Puis c'est fou qu'il soit pas plus populaire. Puis honnêtement, il est tellement réfléchi. Souvent, ce que je dis, c'est que la réflexion derrière des recommandations si simples est extrêmement complexe. Puis vraiment, vraiment, chaque item dans sa proportion de l'image est réfléchi pour envoyer le bon message. Il y a 2 défauts, ce guide-là. Puis on pouvait pas le savoir avant de le faire. C'est bien correct. Mais on peut commencer par les défauts puis finir avec le positif. C'est au niveau du calcium et de la vitamine D. L'emphase qui a été moins mise sur les produits laitiers a nuit finalement à la quantité de calcium et de vitamine D qui est observée chez la population qui respecte le mieux le guide. Ça a été fait à Québec, ces études-là. Mention spéciale à Didier Brassard qui a fait son doctorat là-dessus. Mais il observait qui est-ce que dans la population respectait mieux le guide et il faisait des extrapolations statistiques sur s'il continuait X nombre de temps, qu'est-ce que ça pouvait mener, même au niveau des risques de mortalité, tout ça. Puis c'était très bénéfique de suivre le guide. Vraiment, là, des très beaux résultats. Par contre, ça menait à des carences en calcium puis en vitamine D qui devaient être compensées quelque part, juste par le fait que dans la littérature, le calcium et la vitamine D, c'est très important pour la santé globale, la santé des os, souvent, qu'on se fait répéter. Mais quand on suit le guide, vu qu'il y a moins d'emphase qui est mis là-dessus, ben, les gens en consomment moins, puis il y a moins de points qui est accordé là-dessus, et donc mène à ça. Donc, c'est son petit défaut. Donc, par contre, sa simplicité en termes de proportion, ce que ça nous permet de viser à tous les jours sans avoir à compter, mesurer, peser, le fait que ça s'adapte même à la faim d'une personne. Donc, la proportion d'assiette ne régule pas une quantité, mais régule une proportion par rapport au volume alimentaire. Donc, ça, c'est super bénéfique sur le comportement alimentaire, sur la capacité de changement. Puis, je dirais même, ça, c'est fou, je dis ça, mais sur la perte de poids, la saine gestion du poids à long terme. Puis ça, c'est des résultats hyper préliminaires. Là. Puis je fais comme si c'était le méga scoop, mais nous, dans le cadre de mon projet, c'est préliminaire en termes de genre, j'ai fait les stats voilà une semaine. Mais il suit la courbe en diminuant la perte de poids de chacun des participants autant que nos groupes restrictifs, puis autant que nos groupes sur notre alimentation rassasiante. Il est en train de même les battre. Parce que, selon moi, la recommandation la plus simple permet une meilleure compléance, une meilleure adhésion à ces changements-là. Et donc, les gens changent plus. Mais tu vois, là, c'est encore préliminaire, c'est des hypothèses, mais reste quand même que quand on a vu ça, puis j'ai présenté ça à mes chercheurs mentors, tout le monde avait la mâchoire au sol, là, comme ça. Genre, parce que nous autres, c'est notre contrôle, c'est d'une certaine façon, pour donner quand même quelque chose aux gens qui vont suivre le projet. Mais tout le monde était à terre. Ben, pour moi, ça fait du sens quand même. Fait que je pense qu'on a intérêt davantage à en parler du guide alimentaire canadien. Je pense que c'est quelque chose que nous, les IPS, on le fait, mais on n'a pas beaucoup de temps pour en parler. Le site, excuse de te couper, le site du guide aussi est très bien. Il y a énormément de points sur le comportement alimentaire, d'explications très claires. Il y a même un livre, pas un livre de recettes, mais un document de recettes qu'on peut référer. Ces recettes-là respectent souvent bien les proportions. Ça donne énormément d'idées parce que voir l'image de l'assiette, des fois, on réalise que tous nos repas nord-américains ne le respectent pas. Ça fait un peu mal parce que des fois, tu te dis, hey, moi, mettons, le spag de ma grand-mère, je l'aime, ou le pâté chinois, telle affaire. Fait que, tu sais, là, tu peux l'adapter, puis ils proposent des solutions. Ils ont quand même vraiment fait ça bien, malgré les défauts que ça peut avoir. Il faut redorer cette image-là, il faut le partager encore plus. Rapidement, au niveau, parce que des fois, les gens peuvent être mêlés, le guide alimentaire puis le régime méditerranéen. Faire la distinction entre les deux, ou du moins combiner les deux aussi. Oui, le régime méditerranéen, c'est comme ce qui a été étudié depuis le plus longtemps, souvent sur le risque de maladies cardiovasculaires, tout ça. Ben, les recommandations de l'un fit dans l'autre là, à 100%. Je pense que c'est peut-être un peu plus spécifique, le régime méditerranéen. Tu sais, on va mettre plus l'accent sur, genre, je sais pas moi, les huiles riches en oméga 3, comme on parlait tantôt. Alors que dans le guide, on est dans quelque chose de beaucoup plus général parce qu'on veut pas non plus s'adresser à juste les gens qui ont des plus forts risques de maladies cardiovasculaires. Benoît,
on a un collaborateur spécial, là, l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, puis qui supporte le projet. On voudrait savoir, en fait, comme nutritionniste, comment est-ce que tu collabores avec les différents professionnels, en fait, notamment les IPS ou les infirmières dans ta pratique? Ça passe souvent par soit des références ou de la demande d'information pour venir faire de l'information nutritionnelle. Que ce soit justement de référer quelqu'un qui vient d'avoir un diagnostic XY qui a besoin d'un suivi nutritionnel ou encore un médecin qui doit intervenir avec une grande population qui voit tout le temps les mêmes personnes avec justement les mêmes problématiques, bien, peut avoir une demande, même une consultation en nutrition pour savoir, OK, comment je devrais le prendre, parce qu'au final, je ne peux pas toutes les envoyer non plus. Fait qu'il y a un aspect collaboratif là-dessus. C'est certain, puis je pense que ça dépend aussi où tu travailles comme nutritionniste. Si on est en centre hospitalier, évidemment, la nutritionniste ou le nutritionniste est vraiment au cœur de l'équipe médicale, multi. Ça peut être des domaines spécialisés aussi dans les cliniques de troubles alimentaires. Fait qu'il y a vraiment une expertise, j'imagine, qui se développe. Puis un autre mandat de l'Ordre, c'est de protéger le public. Toi, dans ta pratique de nutritionniste, comment est-ce que tu t'assures d'avoir une pratique sécuritaire? C'est la formation continue, ouais, c'est la recherche, c'est de toujours être ouvert à complètement me tromper. Puis la formation continue, que ce soit en médecine, que ce soit chez les infirmières, que ce soit chez les nutritionnistes, les physios, peu importe, ça devrait, puis c'est l'est aussi obligatoire dans tous les ordres, mais c'est hyper important. Tu sais, des fois, ça vient comme nous déranger là, quand tu te sens obligé de faire de la formation continue, mais sans ça, là, les professionnels de la santé perdent beaucoup, selon moi, en termes de, que ce soit même sécuritaire, en termes de protection du public, mais de capacité à intervenir aussi. Tellement intéressant, Benoît. Je pense qu'on pourrait t'écouter des heures et des heures. C'est vraiment gentil. Est-ce qu'il y a, mettons, 3 messages clés qu'on voudrait que nos auditeurs retiennent de l'émission? Parce qu'il y a plein de choses que tu as nommées. Oui. Le premier, ça serait d'alimenter leur journée, d'alimenter leur mouvement de manière générale. Ça, je veux que ça reste mon message clé tout le temps parce que je trouve que ça simplifie énormément puis ça vient créer comme une genre de paix mentale qui va venir justement nous permettre de faire des meilleurs choix beaucoup aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ça veut dire de manger, d'écouter sa faim. Tu sais, le deuxième que j'aurais dit, le message clé, c'est d'écouter les signaux de son corps. Fait que, tu sais, les deux s'interrelient, mais de faire confiance à son corps, d'arrêter de penser qu'il ne nous envoie pas les bons signaux ou parce qu'on a un surplus de poids selon l'IMC, qu'il est contre nous, que notre corps travaille contre nous. Au contraire, là, il travaille toujours avec nous. C'est dans une optique positive qu'on doit essayer de voir nos changements alimentaires. Puis ça, c'est le troisième, d'arrêter d'avoir des objectifs ou des façons de changer son alimentation négatives. Vraiment intéressant. Merci. On a touché à plein de sujets. Bravo pour ton travail. Merci, bravo de continuer de vulgariser puis d'amener la science, en fait, l'information à la population. Bon succès dans ta carrière professionnelle sportive, mais aussi dans ta carrière de chercheur. Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler. Fait que si jamais le sujet, le balado est super intéressant, vous voulez le partager à des gens de votre famille à qui voudraient en apprendre davantage, n'hésitez pas. Puis suivez-nous sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous.